Salut à tous, c'est Bismart, configuration un peu particulière, vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, on continue cette semaine, c'est-à-dire que à l'approche de notre anniversaire, j'ai décidé de vous redonner quelques-uns des éléments les plus intéressants, et notamment, alors, longue interview avec Bruno Mettling, on en parle au tout début, et je présente évidemment Bruno Mettling au tout début de l'interview, l'ancien DRH d'Orange, mais là, il a fait un boulot très important autour d'un éventuel statut pour les travailleurs des plateformes. Mais justement, il ne veut pas de statut particulier, il va nous expliquer pourquoi. Il veut des élections de représentants qui puissent discuter en fait avec les directions de ces plateformes et puis avec les autorités de tutelle. Là aussi, il va nous expliquer pourquoi. Les travailleurs des plateformes, ils ont été au cœur de cette crise, ils seront au cœur de cette émission de Bismart. Et puis ensuite, tous nos entrepreneurs, c'est parti. On démarre donc avec Bruno Mettling. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc je disais, ancien DRH et aujourd'hui, vous avez monté votre entreprise. Là encore, voilà. À quel âge Bruno? 60 et quelques années quand Voilà. J'appelle ça les startups de vieux. On en a monté nous aussi, j'appelle ça les startups de vieux. Voilà. Vous avez raison. Président fondateur donc du cabinet de conseil TopX. Alors, vous avez, il y a une dizaine de jours, publié, écrit en fait une ordonnance clé en main pour le gouvernement, c'est ça C'était ça. La feuille de route qu'on avait, c'était vous devez rédiger un projet d'ordonnance clé en main après avoir conduit la concertation qui nous permet de passer à l'action. Il y a eu beaucoup de rapports sur ces situations, sur ces travailleurs. Donc on parle des travailleurs des plateformes. Voilà, on parle des travailleurs des plateformes. Il y a eu beaucoup de rapports qui sont accumulés, donc de grande qualité. Il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Et donc votre rôle, votre job, c'est de rédiger, avec l'équipe qui m'entourait, on était 3, avec Mathias Dufour et puis Pauline Tréquesser, vous devez rédiger l'ordonnance que le gouvernement va déposer. Alors, ça ne veut pas dire que le gouvernement va reprendre à la ligne tout ce qu'on a écrit, mais on lui a remis clé en main une ordonnance après une vaste concertation qui a créé quand même pas mal de consensus. Alors, démarrons à la limite par ce qui fâche, enfin j'en sais rien, je sais pas. Le truc qui m'a le plus surpris en fait, c'est l'idée d'élection et l'idée, j'ai l'impression, votre volonté, peut-être pas votre volonté, mais la conséquence, de remettre dans le jeu les syndicats classiques. Est-ce qu'en fait il faut des vieux rapports sociaux pour ces nouvelles formes de travail, Bruno? C'est un enjeu important. Prenons quelques minutes quand même. Ah, mais on n'a plus le temps, là. Voilà, il faut vraiment prendre un petit peu de recul. La première chose qu'il faut, c'est que si on veut qu'il y ait un dialogue social digne de ce nom, il faut des représentants, j'insiste, légitimes, pas autoproclamés, de ces travailleurs de plateforme. Pourquoi pas autoproclamés? Parce que la légitimité, elle s'acquiert à travers la désignation par ces travailleurs de qui a la légitimité pour les représenter. Donc, il faut des élections. Le sujet qu'on avait, c'est dans le schéma français, des élections veut dire monopole de représentation des syndicats. Et ça, on a dit non. Donc, dans notre proposition, et c'est là qu'il y a beaucoup de modernité, il y aura évidemment élection par ces travailleurs de plateforme de leurs représentants, et pourront se présenter tous ceux, qu'ils soient collectifs de travailleurs de ces plateformes qui se sont récemment constitués, qu'ils soient syndicats traditionnels dès lors qu'ils se sont organisés, à une condition, c'est que les représentants, les candidats, aient effectivement pratiqué ce métier. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est qu'on n'exclut pas les syndicats traditionnels. Ceux-ci n'ont pas de monopole, comme dans l'ancien schéma de représentation au premier tour. Les collectifs de travailleurs peuvent se présenter, et ce sont les travailleurs eux-mêmes, et c'est très moderne, qui pourront choisir leurs représentants. Pourquoi interdire, par exemple, on a rencontré la CGT, a créé un collectif du côté de la région de Bordeaux, qui les travailleurs se sentent légitimement représentés par la CGT. Très actif. Pourquoi ne pourraient-ils pas se présenter? À l'inverse, on a rencontré des organisations comme le CLAP, qui ont engagé depuis de nombreuses années une vraie bataille, une vraie action pour représenter les intérêts des livreurs. Ils doivent pouvoir se présenter aussi. Donc pas d'exclusion. Je vais vous dire, Bruno, oui, mais qu'est-ce qui va se passer, Bruno? Ce sont des indépendants, ces gars-là. Mais moi, je veux qu'on parle, parce que vous avez rencontré des collectifs et puis vous avez passé des heures carrées à faire tout ce truc. Donc, ce sont des indépendants. Globalement, ils ne vont pas aller voter. Globalement, vous allez vous retrouver... En fait, je vais vous dire, je vois ce truc, je vois toute votre bonne volonté évidente, et je me dis, on va revivre la séquence travail du dimanche. Et en fait, on va casser un outil de travail et un outil de croissance. Ça, c'est ce que certains disent. En gros, il ne peut pas y avoir de dynamique à travers du dialogue social compatible dans les formes traditionnelles avec les enjeux économiques et la dynamique de ces plateformes. Moi, je dis non. Moi, je dis que c'est l'inverse. Si on veut que dans nos sociétés se développe la formidable dynamique économique qui est associée à ces plateformes, et en particulier la dynamique de création d'emplois dont je veux rappeler ici qu'elle touche des publics qui sont exclus de l'accès à l'emploi traditionnel. 100 000 personnes aujourd'hui. Alors évidemment, dans des conditions horaires qui sont variables, mais 100 000 personnes, beaucoup d'entre elles, trouvent un accès à l'activité, un job,
grâce à cette nouvelle économie. Donc ça, c'est le point positif que ces plateformes apportent. Il ne faut pas le contester. Mais à l'inverse, penser qu'on peut bâtir cette dynamique dans des pays comme les nôtres, sans qu'il y ait un minimum de droits et de protection de ces travailleurs, c'est un leurre. Et donc tout le travail qui était le nôtre, c'est comment à la fois préserver la dynamique économique tout en expliquant à ces plateformes, qu'elles s'appellent Uber, qu'elles s'appellent Deliveroo, qu'elles s'appellent Stuart, on ne peut pas construire en Europe, et en France en particulier, une dynamique économique en étant aussi loin des droits fondamentaux et des protections auxquelles ont droit ces travailleurs. Et donc, pour faire ça, il faut à la fois du dialogue social, renouveler, réinventer, pas le dialogue social traditionnel, il faut à la fois un dialogue social, il faut de la négociation, et il faut à l'inverse, j'allais dire, que ces acteurs aient des représentants de ces travailleurs en face d'eux. Droits fondamentaux, ça veut dire, par exemple, alors, mais là aussi, attends, rentrons là-dedans, vous les avez rencontrés, c'est Uber, Deliveroo, Stuart, etc., tous. Bon. Ils sont dans quelle disposition d'esprit ? Ils ont essayé, eux, au fil des années, de mettre en place des dispositifs assurantiels, un dialogue direct, et des dispositifs assurantiels divers et variés. Et c'est toute la limite de ce système. Ce qu'ils ont fait est parfois intéressant. De ces forums, de ces éléments-là peuvent naître. Mais un dialogue social, une négociation qui aboutit à des droits, elle suppose un équilibre dans la légitimité qui n'est pas aujourd'hui. Quand vous êtes désigné par l'entreprise... Et disons-le dans le rapport de force. Dans le rapport de force. Bien sûr. Il n'y a pas l'équilibre nécessaire à une négociation équilibrée. Et donc, pour qu'il y ait cet équilibre, pour qu'il y ait cette négociation, pour qu'il y ait ce rapport de force, il faut à la fois des gens qui soient investis de la légitimité d'un processus sélectif. On a été désigné par 100 000 travailleurs comme leurs représentants, même si c'est avec un taux faible de participation. Ils ont cette légitimité tirée du fait que des milliers, je l'espère, des dizaines de milliers de travailleurs des plateformes auront voté pour eux, et face à eux, ils pourront dialoguer avec les plateformes. L'état d'esprit des plateformes, il nous a beaucoup intéressés. Il y a quelques années, on le sait bien, ils considéraient que la forme traditionnelle de plateforme était inappropriée. Ce modèle touche ses limites. Ouais. L'Europe n'accepte plus, et même les États-Unis. Donc qu'on soit en Californie, qu'on soit à New York... Ils ont gagné le référendum en Californie. Hein. Oui, je sais, mais à coût de centaines de millions de dollars. Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de le faire partout. Qu'on soit en Europe, de partout, j'allais dire, on leur dit non. Votre modèle ne peut pas se construire sur un tel déséquilibre dans les droits fondamentaux. Et donc, il y a deux façons de faire les droits. Il y a la négociation collective, c'est la voie que l'on a privilégiée dans le cadre de la mission qu'on nous a confiée, qu'Elisabeth Borne, la ministre, nous a confiée. Il y a la négociation collective qui aboutit à de nouveaux droits. Et puis, il y a évidemment l'évolution à travers le statut. Mais en tout cas, ils sont bien conscients qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant. Et l'idée, alors, c'est parce que, justement, en Grande-Bretagne, la décision est tombée au moment où vous remettiez d'ailleurs ce projet d'ordonnance de ce tiers-statut, d'un élément hybride, finalement, pour une nouvelle forme de travail. Ça, vous le rejetez aussi, Bruno. C'est le problème clé, et je vais vous prendre quelques minutes mais on a tout le temps, les genèses, parce que, franchement, c'est un point absolument clé. Il y a deux voies pour assurer ce niveau de droit et de protection qui n'est pas aujourd'hui acceptable. Donc pour l'acquérir, il y a deux façons de faire. En gros, parce qu'on ne l'a pas dit, vous définissez ça, le champ, c'est sécurité sociale minimale, cotisation retraite. C'est les repos, c'est les temps de repos, c'est les salaires minimums. Ouais. C'est évidemment toute une série d'enjeux sur le temps de travail. Aujourd'hui, à Paris, je l'ai vérifié, il faut une cinquantaine d'heures de travail à peu près pour avoir un SMIC net. Quoi. Voilà, globalement. Et c'est à Paris où ça tourne. Et c'est à Paris où ça tourne. Voilà. Ça peut être beaucoup plus. Et puis les jours donnés, à un moment donné, ça peut être beaucoup plus. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur un niveau satisfaisant. Et je ne parle pas de droit des salariés, je parle de droits élémentaires des travailleurs. C'est très important de le rappeler parce qu'on est sur des droits européens, des principes européens qui aujourd'hui ne sont pas respectés, les droits au repos, le droit à un revenu minimum, etc. Le droit à avoir la capacité à se financer une protection sociale. Le sujet, donc, il y a deux variantes. Il y a la variante, j'allais dire, qu'on choisit certains pays, et il faut y revenir, l'Angleterre, l'Italie et d'autres pays, qui consistent à dire, entre le statut de salarié, les droits et les obligations qui s'y attachent, j'ai bien dit aussi les obligations qui s'y attachent, notamment un temps de travail, une loyauté à l'entreprise, etc., etc. Entre ce statut plein et entier de salarié et le statut d'indépendant, qui est le statut qu'ont souvent les livreurs dans beaucoup de pays, on va créer un tiers-statut. Exemple type, le statut de worker en Grande-Bretagne, avec des contrats qui peuvent faire 0 heure de travail. Il faut se le rappeler, tout ça. Donc là, le choix, il n'est pas entre le statut de salarié, comme certains voudraient le faire croire. Et là, pour le coup, je leur en veux beaucoup, parce que derrière leur soi-disant protection des travailleurs, il y a en fait la mise en place d'un tiers-statut qui déstabiliserait de mon point de vue, et en tout cas c'est le point de vue des partenaires sociaux en France, du MEDEF à la CGT, ils ne sont pas toujours d'accord, mais ils sont d'accord sur ce point, un tiers-statut. En gros, je donne une partie des droits, et du coup je n'ai pas les mêmes obligations qu'un salarié classique et indépendant. Nous, notre conviction, c'est que la France a refusé ce tiers-statut.
On peut en parler. Mais en tout cas, quand est-ce qu'on a refusé ce tiers-statut? je peux vous dire que les partenaires sociaux unanimes, quand le ministre leur a posé la question... Est-ce que le 1,5 million d'auto-entrepreneurs ne sont pas en train de construire ce tiers-statut, justement, Bruno? On peut y revenir, mais ce 1,5 million d'entrepreneurs, ils adhèrent fondamentalement au statut d'indépendant, pour la grande majorité d'entre eux. Donc, ce statut d'indépendant, c'est aussi des droits et des obligations. Donc, la logique est la nôtre, et j'insiste fortement. Elle est de dire entre détricoter le statut de salarié pour faire un tiers-statut, ce dont, de fait, ceux qui sont légitimes aujourd'hui pour représenter les entreprises et les salariés ne veulent pas. Ah oui, parce que ça fragiliserait, à votre avis, l'ensemble des salariés. Fondamentalement, c'est ça le grand risque, c'est qu'on crée une brèche. Oui, et c'est ce que nous ont dit les syndicats, en particulier les syndicats. Ils nous ont dit, si vous avez le tiers-statut, vous créez une brèche et les entreprises vont massivement transférer du statut et s'y engouffrer. Et donc, nous, on est contre le tiers-statut. Je comprends. Et donc, si vous voulez donner des droits et des protections à ces travailleurs indépendants, mais je vais y revenir, ils ne sont pas tous dans le même sac, les travailleurs indépendants, je vais y venir dans un instant. Vous choisissez l'autre voie, qui est celle qu'on préconise, qui est celle que la ministre nous a demandé de privilégier, qui est le droit de la négociation collective, avec évidemment des représentants légitimes, des accords sociaux, et s'il n'y a pas accord, le cas échéant, intervention de la puissance publique, pour permettre d'acquérir ces droits. Alors après, vous me dites, mais finalement, tous ces indépendants qui choisissent à leur place. Ils sont en train de construire quelque chose. Absolument. Donc il faut assumer ce statut d'indépendant. Et d'ailleurs, entre nous, dans les concertations qu'on a faites, les représentants des collectifs de VTC, par exemple, ne nous ont pas demandé le statut de salarié. Massivement, ils n'étaient pas d'accord. Les livreurs, certains nous ont demandé un statut, mais ils ont dit ce qu'on veut, c'est qu'ils aient le choix. Donc il n'y a pas de partisans en France réellement du statut, j'allais dire, obligatoire de salarié. Je le dis tranquillement en passant, c'est pas neutre. C'est quand même eux qui vivent ces réalités au quotidien. Donc la voie qu'on a privilégiée, c'est comment la négociation collective, le dialogue social, allait leur permettre d'acquérir ce minimum de droits et de protection, j'insiste lourdement, parce qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas, et c'est très problématique. Comment ils allaient acquérir ces droits, sans forcément passer par la case changement de statut. Et donc, c'est à l'intérieur des indépendants. Un mot sur le statut d'indépendant. Parce qu'en fait, le statut d'indépendant, et ça, je crois qu'il faut se le dire, il y a deux grandes catégories. On ne peut pas mettre tous les indépendants dans le même sac. Je rappelle que le statut d'indépendant, il s'applique aux professions libérales. La réalité du statut d'indépendant, c'est qu'il y a ceux qui sont réellement indépendants dans le sens où ils ont la capacité à négocier, grâce à leur expertise, à leur niveau, leur prix, leurs tarifs, leurs conditions d'emploi. Et puis, il y a ceux qui sont indépendants, mais dépendants économiquement. Et c'est en particulier ces travailleurs de plateforme. Ils n'ont pas le rapport de force, soyons clairs, qu'à un indépendant pour négocier. Donc, il fallait, à l'intérieur du statut des indépendants, et c'est un point très sensible, parce qu'en particulier, évidemment, le MEDEF et d'autres organisations patronales attirent l'attention sur les conditions d'une concurrence loyale. Donc, ces indépendants-là, ces travailleurs des plateformes, sont à l'évidence dépendants de ces plateformes, compte tenu, j'allais dire, de la réalité de la relation sociale et du rapport de force. Et pour eux, il est assez logique de prévoir, bien qu'indépendants, les conditions de négociation collective. C'est un petit peu compliqué. Même si... Non, je crois que c'est très très clair. Vous l'expliquez très clairement. Même si on est dans des grandes villes, et notamment à Paris, sur un rapport d'offre et de demande qui n'est pas forcément défavorable aux indépendants, justement. C'est vrai. À Paris, quand il pleut, et d'ailleurs on voit les tarifs bouger, c'est assez passionnant quand même. Hein. Tout à coup, il pleut et tout à coup, vous allez être payé le double pour la même course. Il y a là aussi quand même des rapports qui peuvent être en faveur de l'indépendant. Il y a des moments dans lesquels, effectivement, le travailleur de plateforme peut voir rééquilibrer les termes de sa prestation. Mais vous savez ce qui pose problème, fondamentalement, c'est que pour la même course, quasiment dans les mêmes conditions de temps, vous allez du jour au lendemain, sans comprendre pourquoi, connaître une variation. Pourquoi sans comprendre pourquoi? Vous savez très bien pourquoi ils comprennent. Non. Parce que la complexité, parce que les éléments qui sont rentrés en ligne de compte, parce que le nombre de livreurs présents à ce moment-là, pour des raisons diverses et variées, va considérablement varier. Et donc, je pense qu'un des enjeux de la négociation, en tout cas, ils nous l'ont dit, c'est de mieux comprendre les mécanismes et de pouvoir donner leurs sentiments sur les mécanismes qui président à la fixation des prix. Il ne s'agit pas de... Voilà, donc... Modalité de partage d'informations et de dialogue, incluant la transparence, la lisibilité et l'évolution des algorithmes. Mais enfin, ça c'est le cœur du secret des affaires, le fameux secret des affaires de l'ensemble de ces plateformes. Elles ne peuvent pas l'ouvrir comme ça. Non, elles ne peuvent pas non plus penser qu'on peut impunément faire varier de 30-40% du jour au lendemain, changer les règles du jeu, comme ça peut être le cas sans conséquence pour les... La météo est très importante dans ce métier. La météo, d'accord. La météo est très, très fondamentalement, ce qui peut se passer à l'autre bout de l'Atlantique. Je vais vous donner un exemple qui est très illustratif. Ce que nous ont dit ces travailleurs collectifs, on n'a pas été le vérifier, mais ce qu'ils nous ont quand même expliqué, c'est que du jour au lendemain, on leur a proposé, il a été décidé de leur offrir une assurance santé, souscrire des assurances privées santé pour améliorer leur protection sociale, qui est franchement un des points les plus critiques. Au nom de cette
protection sociale de cette assurance, on a modifié, nous ont-ils expliqué, les conditions de rémunération, dans un rapport qui n'a rien à voir avec ce que représente le coût. Personne n'est en état d'aller vérifier. Est-ce qu'il est normal que vous perdiez, nous explique-t-il, une part très importante pour la même course, dans les mêmes conditions de climat et de nombre de participants, que vous perdiez une part substantielle de vos revenus au seul motif qu'il a été décidé de... Voilà, je m'arrête là. Je vais faire un peu provocateur. La question peut intéresser tous les salariés dans leur rapport aux mutuelles, si vous voulez, Bruno, sur le manque de transparence. Non, c'était une provocation. Je comprends tout à fait. Leurs représentants négocient aussi les termes des contrats. Vous voulez créer un cercle vertueux, finalement, à un moment, peut-être que les premières élections vont... Mais à un moment, ils vont réaliser, l'ensemble de ces travailleurs des plateformes, que oui, c'est bien d'un dialogue entre des gars qu'ils ont élus ou pas élus, mais c'est à eux de se bouger, que va naître l'évolution de leur situation. Exactement. Etc. Donc, sur un certain nombre de thèmes. Et donc, nous, voilà, moi, je pense que c'est une voie importante, sous deux réserves. La première, c'est qu'elle se produise rapidement, parce qu'ils ont quand même pas mal attendu. Oui, vous insistez beaucoup sur un sentiment d'urgence. Très honnêtement, on l'a dit, redit au gouvernement, il y a beaucoup d'attentes. Il y a un espoir qui a été créé par la dynamique qui est là. Il y a eu des tas de rapports. Mais il y a un moment donné où d'aucuns estiment qu'il est urgent. Donc on a fixé un calendrier qui était le minimum incompressible. On en convient. On a bousculé beaucoup de monde, y compris dans l'administration. Mais on a bousculé beaucoup de monde en disant, grosso modo, l'ordonnance, et ça c'était le calendrier qui était fixé, doit sortir fin avril. Il faut que l'ensemble des textes d'application, parce que c'est pas facile de créer une structure de dialogue social en France, l'ensemble des textes d'application soient pris avant la fin de l'année, pour qu'au premier semestre 2022, les élections aient lieu et que la négociation collective s'engage au deuxième semestre. Il n'y a pas eu d'histoire de... Parce que je pense, j'ai parlé de la séquence travail du dimanche, on pense aussi à la séquence VTC. Et à la façon dont quand même, ça je vous... mais on a cassé une dynamique. On a cassé une dynamique, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas l'idée d'un diplôme, d'une formation, enfin de l'ensemble de ces éléments-là, qui, à chaque fois, sont quand même, on s'en rend compte, notamment avec les VTC, sont un moyen, en fait, de raréfier l'offre, de contrôler l'offre. De contrôler, de raréfier l'offre. Non, on n'en est pas. Et ça casse des dynamiques d'emploi. Donc, soyons clairs, ce n'était pas dans le champ de notre dynamique. D'accord. Et au contraire, moi, je suis de ceux qui pensent... Il y a un exemple qui est très intéressant dans les échanges qu'on a eus. C'est l'exemple de Just Eat. Just Eat a décidé de salarier ses livreurs. Ouais. On s'est intéressé à cet exemple, parce qu'après tout, on le devait à la réflexion qu'on conduit. Quand on creuse le modèle Just Eat, qui est très intéressant par ailleurs, d'abord, c'est leur droit de vouloir faire la différence à travers un statut social amélioré. Moi, je dis bravo, ils cassent. Il y a une dynamique, la régulation sociale, c'est ça. Simplement, il y a deux messages qu'il faut partager. Le premier, c'est que Just Eat a un modèle économique qui fait que la grande majorité de ses revenus, ils proviennent d'un contact direct entre les restaurateurs et les clients, sans passer par la livraison. Donc ça leur donne des capacités à investir ce champ que n'ont pas d'autres plateformes. Et puis le deuxième élément, c'est que ce qui est intéressant, c'est que quand les livreurs rejoignent Just Eat, il y a un processus de sélection, d'identification, qu'il faut que beaucoup d'entre eux renoncent à l'accès à travailler pour Just Eat parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte en termes de contraintes, d'horaires précis, etc. Je le dis avec conviction. Non, mais pourquoi ? Parce que ce que m'a dit l'un d'entre eux, il m'a dit, en fait, ce sont eux les vrais esclaves. Les livreurs salariés de Just Eat. J'en sais rien. En tout cas, ça peut être perçu comme ça par les indépendants. Exactement, ça veut dire... Voilà. Donc moi, le message que j'adresse, c'est on doit pouvoir exercer ce métier de livreur. 2, dans le statut d'indépendant. 3, tout en ayant le minimum de droits et de protection qu'appelle un système social digne de ce nom. Et notre bataille, elle est là. Et qui donnera de la solidité au modèle de toute façon. Et qui renforcera le modèle. C'est la question des plateformes. Elles en ont conscience. Elles voient bien les limites. Et je vous le dis franchement, l'alternative qui est le tiers statut, parce que c'est ça dont on parle, il ne faut pas tricher. Oui. Vous avez un statut de salarié en France, avec les niveaux de droits, mais d'obligations associées au statut de salarié, ça ne fonctionne pas. Avec des gens qui, par définition, sont libres de leur temps de travail, peuvent choisir de travailler pour vous ou pour votre concurrent à tout moment, d'arbitrer librement. Ça ne fonctionne pas avec l'équilibre des droits et d'obligations du statut de salarié. Donc l'alternative entre détricoter le statut de salarié et des dizaines de millions de personnes qui sont derrière, et puis leur donner des droits par la négociation collective, nous pensons, je pense en tout cas, que c'est la deuxième voie qui est la bonne. Ça ne veut pas dire que le débat est terminé, mais ça veut dire que les plateformes, elles doivent quand même saisir cette occasion-là, et que si elles ne le faisaient pas, les pouvoirs publics devraient prendre leurs responsabilités, parce que cette situation, en termes de droits et de protection des travailleurs, elle n'est pas acceptable. Un tel déficit n'est pas acceptable. Merci Bruno. Bruno Mettling, donc, qui était avec nous, notre premier invité sur Bismart. Marie Degrand-Guillot est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour. Et donc directrice déléguée, donc on dit, alors maintenant c'est la nouvelle vie du compte Nickel.
mais on ne dit plus compte nickel, on dit nickel maintenant. Exactement, nickel tout court. Pourquoi vous avez enlevé compte? Je sais pas, c'est... Plus simple, plus efficace, il fallait qu'on marque les esprits plus fortement, donc voilà. Alors, vous savez, quand des fois, pardon, mais en même temps, j'ai fait cette chaîne, donc je fais un peu ce que je veux. Et des fois, vous avez des jeunes journalistes qui vous disent, mais comment vous faites une interview, comment vous préparez une interview, etc. C'est quoi le sujet? Et le sujet, en fait, c'est qu'est-ce que tu veux savoir? C'est-à-dire, si tu reçois quelqu'un et qu'il n'y a pas quelque chose que tu veux vraiment savoir ou vraiment comprendre, alors ne le reçois pas, parce que ça ne va pas marcher. Et donc, il faut vraiment que tu aies ça en tête. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Et il faut parler de ça. Voilà. Et ensuite, tu ne prépares pas des trucs dans tous les sens. Ça ne sert à rien. Bon. Et moi, ce que je veux savoir et ce que je veux comprendre... Oh, non, mais soyez pas inquiète. Hein. Je suis pas inquiète, j'attends. C'est toujours très bienveillant. C'est... Normalement, une boîte comme Nickel, compte Nickel, on a raconté sa croissance, on a raconté son histoire. Hugues Lebret, il est venu nous voir, enfin, on a traversé des épisodes de tempête avec Hugues ensemble. Et quand une boîte comme ça est rachetée par une banque comme BNP Paribas, normalement, en fait, elle n'arrive pas à maintenir cette dynamique. Donc, Marie, comment est-ce que vous faites pour maintenir, et est-ce que vous arrivez à maintenir la dynamique d'une boîte qui est née dans la tempête? Je trouve que c'est une super question. Mais oui, c'est la bonne question. Exactement, et qu'on ne m'a pas encore beaucoup posée. Et effectivement, je pense que la relation avec notre actionnaire, elle est complètement fondamentale dans le succès qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que c'est très facile, je pense, pour les banques aujourd'hui de racheter des fintechs assez chers et en gros de les envahir avec leur processus, leur gouvernance, leur conformité et de les étouffer. Et c'est pas du tout ce qui se passe avec nous. Ce qui est très important, c'est que ce rôle et cette relation entre Nickel et BNP Paribas, on est sur une ligne de crête. On joue ensemble à l'équilibriste, mais on le fait par magie de manière assez remarquable. Et en gros, aujourd'hui, on arrive, Nickel, à être très indépendant. On choisit notre stratégie, on choisit nos produits, on choisit notre marketing, on est même sur nos plateformes IT dans le monde bancaire. Mais on est... on a un conseil de surveillance, on a un actionnaire qui nous suit de près et on bénéficie de toute l'expertise, de la puissance de feu d'un groupe bancaire comme ça, notamment sur les sujets peut-être un peu moins sexy, dont on parle un peu moins, mais pourtant fondamentaux, que sont la conformité, le juridique, les risques, la sécurité. On va se tutoyer, hein, Marie. Tu rigoles. La conformité, c'est comme ça que les banques ont essayé de tuer le compte Nickel. C'est d'abord en l'attaquant sur la conformité, en disant c'est un outil de blanchiment, en disant vous respectez pas l'ensemble des règles qu'il faut respecter. Ben non, c'est au cœur du truc. Bien sûr, mais la conformité, c'est au cœur des sujets des opérations de Nickel. Première chose, juste parce que tu fais une petite parenthèse, et puis qu'on se tutoie du coup, ouais. Nickel et les fraudeurs, je pense que c'est très important de se rendre compte qu'avec des outils digitaux comme ceux qu'ont Nickel en main, on est capable de mettre en place des dispositifs de lutte contre la fraude, de lutte contre le financement du terrorisme et de lutte contre le blanchiment qui sont d'une efficacité inouïe par rapport à ce qui est possible dans les banques traditionnelles. Première chose. Donc ça, c'est mis à part. Quand je dis qu'on apprend... Comment ça Attends, non, j'ai trop vite écarté. Tu dis par rapport à ce qui est disponible dans les banques traditionnelles? D'une efficacité, parce qu'on a une agilité. Tu es, toi, plus efficace Je pense, par exemple, nous, notamment, on a toutes nos données. On a encore un modèle simple, on a un produit unique, on a une complexité, on n'a que 6 ans. On n'a pas dit il y a combien de millions de membres? Donc, chez Nickel, on a 1,8 million de clients, voilà, on ouvre à peu près plus de 40 000 comptes tous les mois, donc on a une croissance phénoménale. Mais l'avantage, c'est qu'on a un produit simple, c'est un compte courant avec une carte. On est uniquement sur payer, être payé, oui, et on n'a que 6 ans. Donc la complexité qu'on a engendrée est encore toute relative. Et toutes nos données sont au même endroit, accessibles de toutes nos équipes. Quand vous êtes une entreprise centenaire, bicentenaire, même plus récente, mais quand même pas de 6 ans, vous avez différents systèmes qui s'empilent, la donnée n'est pas accessible, c'est très compliqué d'avoir une vision de bout en bout d'un client, de toutes ces transactions. Nous, tout est accessible. Donc en fait, nos équipes de conformité, elles ont une capacité d'analyse et d'autonomie qui est gigantesque par rapport à ce qui peut être fait chez d'autres acteurs. Donc ça, c'est le premier sujet. Et alors là, pour le coup, quand même, il faut le dire, c'est-à-dire, là, il n'est plus question de rigoler parce que vous contaminez BNP Paribas. Non, mais il n'a jamais été question de rigoler. Et c'est le sujet de tous les sujets. Non, mais comme, en fait, à un moment quand même, mais je la connais intimement, vous ne pouvez pas savoir à quel point je la connais, votre histoire. En tout cas, l'histoire de Nickel. À un moment, quand même, quand vous êtes dans une aventure de croissance et dans une histoire de croissance, vous pouvez faire
Zoom avec la sécurité, par exemple, et le fondateur de Zoom a reconnu qu'ils avaient déconné et clac, 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 on a vite verrouillé ce qu'il y avait à verrouiller. Il y a eu un moment comme ça aussi dans l'histoire de Compte Nickel, où à un moment on est sur une telle croissance qu'il y a des trucs auxquels on n'a pas fait gaffe et on les verrouille très très vite. Bon, d'accord, mais voilà. Mais en tout cas... Je referme la parenthèse. Ok, mais je veux juste quand même préciser qu'on est depuis le début dans un marché régulé. Si vous connaissez Hugues, vous connaissez nos fondateurs, Tout à fait. ils ont remis un dossier de 4000 pages pour avoir l'agrément. Il y a eu un travail fait sur nos processus dès le démarrage qui était phénoménal. Et aujourd'hui encore, on s'améliore, on apprend. Et d'ailleurs, les fraudeurs sont en perpétuelle créativité. Et il se trouve que nous aussi. Sauf qu'on a des gens qui adorent trouver ce qu'ils vont inventer. Et eux, ils adorent trouver les solutions. Donc ça, c'est quelque chose qui est très dynamique. Et quand je dis que dans la relation au groupe BNP Paribas, c'est un élément sur lequel on apprend, c'est par exemple... Donc déjà, il y a 3 métiers chez nous qui ne sont pas rattachés directement à notre patron, qui sont rattachés à un patron dans le groupe. Donc c'est ces 3 métiers, juridique, conformité et risque. Quand je dis qu'on apprend, c'est que ça fait des années que le groupe BNP Paribas, comme les autres groupes bancaires, sont exposés à ce niveau de risque. Donc on apprend énormément pour ensuite intégrer ces schémas de fraude et ces niveaux de sécurité dans nos systèmes et donc apporter le meilleur service à nos clients. Marie, alors d'abord j'ai bien aimé la façon dont tu as dit notre actionnaire, c'est-à-dire tu te considères pas, toi t'étais pas dans l'histoire Nickel avant le rachat à BNP Paribas. Non. Et tu étais chez BNP Paribas et tu as été détaché auprès de Nickel ou... Pas du tout. Tu es rentré direct Nickel sans passer par la case BNP Paribas. Moi, je viens du monde associatif. Je dirigeais une grosse ONG qui fait du microcrédit dans une équipe fabuleuse et j'ai rejoint Nickel parce que je suis convaincue de l'impact de cette entreprise pour les Français en général. Alors, et dans la clients. croissance de Nickel et dans le succès de Nickel, ouais. il y avait aussi une communication, quoi. Il y avait aussi, c'était la banque sans banque. Il y avait, encore une fois, Hugues, c'est lui qui m'a donné les chiffres de la façon dont les banques, à travers les découverts, sont en fait... la banque coûte 3 fois plus cher à quelqu'un qui n'a pas d'argent qu'à quelqu'un qui a de l'argent. Globalement, c'est à peu près ça le sujet, avec les découverts, bref. Et Hugues, dénonçant d'ailleurs ces banquiers qui poussent d'une certaine manière à la consommation et aux découverts, les plus fragiles et les plus faibles. Tu peux plus communiquer sur ce terrain-là, toi, aujourd'hui? Oui, alors donc, Hugues est un talentueux, brillantissime communicant. Et je pense que quand on n'existe pas, exister contre fait énormément de sens. Pour faire émerger une entreprise comme Nickel, se dire, tiens, je vais taper sur qui? Sur les gens qu'on aime d'ailleurs d'habitude globalement assez bien taper dessus, ça pourrait être porteur d'une notoriété spontanée qui soit très forte. Et je pense que ça a été très malin de le faire comme ça, parce que l'objectif d'une entreprise qui veut changer autant les choses et autant le quotidien des Français, c'est de se faire connaître le plus vite possible. Donc la communication, c'est fondamental. Aujourd'hui, on est contre personne. Aujourd'hui, on a 1,8 million de clients, on a 5800 buralistes partout en France. 5800 buralistes, ça veut dire qu'en 6 ans, on est le 3e réseau de distribution de concurrents en France, en couverture du territoire. Donc, on est contre personne, on trace notre route, on est en train de devenir européen, ça va sûrement pas s'arrêter là. Et donc, on n'est pas anti-banque, on n'en a pas besoin. N'empêche que, je tiens à le dire, parce que alors Bismarck, là, défenseur des banques, si les banquiers ont un refuge, c'est ici. N'empêche que les frais d'intervention, c'est un scandale. Voilà. Alors depuis, d'ailleurs, ils ont été plafonnés, mais c'est quand même un scandale invraisemblable. Mais juste pour ce point-là, donc là, c'était juste sur le côté de la com. Ouais. Sur nos clients, ils n'ont pas changé. On a un tiers de nos clients, et on est fiers de tous nos clients, un tiers de nos clients qui ont un historique bancaire hyper compliqué, qui ont été fichés, et qui, avec nous, veulent juste vivre leur vie tranquillement, à gérer leur argent, acheter, dépenser. Le 2e tiers, c'est des gens qui payent cher la banque. Et comme tu le disais, le compte courant, c'est 215 € par an en moyenne pour les Français. Si vous gagnez, vous faites partie des 20% des Français qui gagnent moins, vous payez jusqu'à 400 €. Pourquoi? À cause du découvert. 40% des Français sont en dépassement d'autorisation de découvert tous les mois. Donc c'est pas juste quelques populations, c'est énorme. Ils ne le sont pas par hasard. Exactement. Ils le sont aussi parce que les banques qui auraient parfaitement les moyens de stopper ces découvertes beaucoup plus tôt ne le font pas. Le modèle économique des banques, c'est celui-là. Je commente. Je le maintiens. Bon, très bien. Ça n'est pas un débat. Mais voilà. en tout cas, on a toujours ce tiers-là. Et pour nos clients, vis-à-vis de ce tiers de clients, l'objectif, c'est de reprendre le contrôle, comprendre combien ça vous coûte. Ça. Et en Oui, gros, parce qu'il faut le préciser, il n'y a pas de découvert possible. chez nous, il n'y a pas de découvert. Ça coûte 20 € l'année. Puis ensuite, c'est à l'acte, selon ce que vous allez faire. Donc, en moyenne, ça coûte 65 € par an par client. Ce qui, en gros, vous fait diviser par 3, 3,5 le coût. Donc, ça, c'est énorme. Et puis, le dernier tiers, c'est des comptes secondaires. Et là-dessus, on se bat plutôt avec les autres néobanques. C'est vous voyagez beaucoup. Bon, en ce moment, on ne voyage plus trop, mais on a très peu de frais à l'étranger. Vous l'achetez sur Internet et pas risquer votre salaire. Vous prenez un compte dédié. Voilà, ce genre de compte. Donc, c'est important de redire que nos clients sont les mêmes que ceux que tu évoques et que 60% de nos clients nous utilisent comme compte principal. Et c'est vraiment ça notre stratégie. Ouais.
pourquoi est-ce que, alors c'est en corollaire, pourquoi est-ce que les grandes banques, alors il se trouve que le patron de Shine, racheté par la Société Générale, est venu récemment, j'ai parlé de ça avec lui aussi. Pourquoi est-ce que les grandes banques n'arrivent pas à créer ces trucs-là ? Pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à créer les néobanques ? Parce que tu dis, on est la première néobanque de France. Non, c'est Boursorama quand même la première, c'est Boursorama. Ah oui, mais parce que dans l'étymologie de néobanque, c'est plutôt les banques qui sont nées en même temps que nous. Boursorama, je suis d'accord que... Bah oui, mais ils étaient en avance sur tout le monde. Oui, c'est la première banque en ligne, je suis d'accord. Non, mais ils ont un service diversifié. En fait, c'est la seule fois où une grande banque a réussi à créer, en fait... Moi, je pense qu'il y a des exemples de success stories qui sont un objet de disruption. intrapreneurial. Ça existe. Mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas énormément. Hello Bank, c'est quand même pas... Je ne vais pas te mettre en porte-à-faux, mais c'est quand même pas le truc qui révolutionne le service bancaire. Mais je pense que c'est très compliqué, dans les marchés réguliers notamment, de réussir à créer l'énergie et le souffle pour la disruption. C'est très compliqué, très vite dans les banques, puisqu'elles ont les régulateurs et elles ont énormément de responsabilités vis-à-vis de l'économie. C'est très compliqué de se dire, allez, je donne les clés du camion, montre-moi un projet et ça va détonner. Moi, je pense que c'est quasiment impossible. Par contre, en tant que dirigeant de banque, vous pouvez complètement repérer les startups qui ont un avenir prometteur et réussir à leur faire un espace qui soit très protégé. C'est le cas chez nous. Voilà, c'est ça. Et je pense que le rachat de BNP Paribas par Nickel est exemplaire, et on devrait faire des études de cas sur ce truc-là. Ça a été fait en 7 jours. C'est aussi une rencontre entre des hommes, notamment Thierry Laborde qui était sur le plateau il n'y a pas très longtemps encore. Absolument. Et aujourd'hui, on bénéficie vraiment de l'accès à toute l'expertise qu'on veut dans un groupe bancaire où il y a plein de gens brillants, forcément comme dans toutes les entreprises, et la liberté d'action dont a besoin une entreprise si jeune comme la nôtre. Donc ça veut dire qu'au sommet, alors pour le coup évidemment Thierry Laborde, directeur général adjoint, qui est en charge du retail en fait en Europe, je crois que c'est ça, voilà, et qui donc a Nickel dans son périmètre, enfin c'est même lui qui a négocié le rachat. Ça veut dire quand même qu'il a dû mettre des murailles autour de vous et de dire à tout un tas de gars N-2, N-3, etc. Vous y touchez pas, vous les laissez tranquilles et que vous-même vous êtes en capacité de temps en temps de décrocher votre téléphone et de dire Thierry tu peux calmer machin parce que il est en train mais je pense que c'est un peu moins coercitif. L'ambiance de travail est quand même globalement assez détendue. Il y a des histoires de pouvoir. Il y a toujours des histoires de pouvoir. Mais bien sûr que c'est fondamental, que ce rôle-là est fondamental. Mais aujourd'hui, il est très intégré. Aujourd'hui, on rencontre n'importe quel N-2, vous dites, on rencontre n'importe quelle personne, ce discours est intégré. Il me dit, Nickel, j'adorerais bosser avec vous, mais surtout... j'ai pas le droit. Qu'est-ce que je peux faire, mais si tu veux pas, c'est pas grave. Ouais. C'est intégré dans la culture, ce que je veux vous dire. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un petit miracle et que ça mérite de faire une étude de cas. On attend à avoir Business Review pour leur expliquer comment ça s'est passé. Et donc, il fallait forcément quelqu'un qui vienne, d'où le parcours, il fallait forcément quelqu'un qui vienne du dehors, alors à ce moment-là, pour réussir ça. En tout cas, aujourd'hui, à la tête de Nickel, dans l'équipe de direction, on n'est clairement pas que des banquiers. Donc, il y a... Toi, autour de toi, ils sont tous... il y en a qui viennent quand même de l'univers BNP Paribas. Tout à fait. Aujourd'hui, Thomas Courtois, qui est président de Nickel, c'est un 100% BNP Paribas. Mais BNP Paribas, c'est faire grandir des ovnis. Parce que Thomas, il est aussi fou que nous tous, dans ce collectif-là. Et donc, il est convaincu de l'avenir de l'entreprise et du fait qu'on doit être absolument unique et qu'on doit rester fidèle à ce qu'on est. Donc, ça existe aussi dans les grands groupes. Et après, il faut savoir construire des équipes un peu avec des gens très complémentaires. Donc, on a des gens qui viennent de l'énergie, moi qui viens du monde de l'ONG. Et je pense que cette équipe-là, aujourd'hui, elle est vraiment solide. Elle est capable de porter la croissance qu'on a et l'ambition qu'on a. Parce qu'on ne se ressemble pas, en fait. T'as raison. C'est un cas d'étude. On va suivre ça. C'est très intéressant et fondamental, parce que l'intégration des startups dans les grands groupes, ça porte une partie de notre croissance future. Donc, si ça se passe bien et... je te crois sur parole. À ce moment-là, c'est effectivement très intéressant. Merci Marie. Merci beaucoup. Bonjour Olivier. Bonjour. Carros, c'est magnifique. Très... Merci. Ah ouais, très, très bon. Olivier, il y a, je le disais là aussi en sommaire, je fais le vieux combattant maintenant, parce qu'il y a 16-17 ans que je m'intéresse de très près à la matière microéconomique. J'en ai vu des gars qui, comme toi, se sont attaqués au covoiturage courte distance. Ouais. Pouf, qui n'y sont pas arrivés. Qui ont cherché la martingale, qui ont cherché l'alchimie. Ça fait 6 ans qu'on cherche, Qui va faire que... Ouais, mais t'as trouvé, là, visiblement. On a un peu trouvé, ouais. Un petit peu. Quel est Enfin, on va tous le résumer. C'est-à-dire que le problème, c'est que sur du longue distance, globalement, vous avez prévu votre voyage. Voilà. Sur du courte distance,
tout peut arriver. Je pars C'est au ça. boulot avec un gars, on se donne rendez-vous pour repartir à 17h, mais voilà, on l'a tous connu. Voilà. Sur la longue distance, on crée son annonce. Vous allez monter dans ma voiture, Stéphane, vous allez payer 30 €, ça vaut le coup, je vais investir un peu de temps pour la créer, mon annonce, pour aller à Voilà, et Bordeaux. j'ai prévu C'est sûr. de partir à Nantes, et voilà. Voilà, tout ça, à c'est fait. du déclaratif. Ce qu'on fait, c'est de l'anti-déclaratif. Parce que pour pouvoir faire du trajet de courte distance mutualisé, covoituré, il faut que je puisse comprendre exactement ce que vous faites. C'est-à-dire vos habitudes de mobilité, vos itinéraires précis, vos horaires, à quelle heure vous partez, à quelle heure vous arrivez, vos temps de parcours. Et avec ça, avec cette techno qui apprend vos habitudes de mobilité, on est capable ensuite de retracer l'ensemble de vos trajets et d'anticiper vos futurs trajets. Et si j'anticipe votre futur trajet, je suis capable du coup de vous mettre automatiquement en relation, sans même vous demander votre avis pour l'instant, avec plein de gens qui peuvent monter dans votre voiture et qui sont intéressés de monter pour ce soir. Là, j'ouvre l'appli, je veux partir à 18h15 pour rentrer chez moi. L'appli me dit 18h15, Stéphane, ça ressemble à Stéphane sur la bonne route à la bonne heure. Et à ce moment-là, je vous vois, je vous fais une demande et vous me répondez OK. Et à ce moment-là, le covoiturage, il est organisé. Et en faisant ça, du coup, vous allez percevoir 2 €, 2,50 € sur votre trajet sans avoir eu à vous organiser. Alors, c'est pas grand-chose, 2 €, 2,50 €, mais à la fin du mois... Faut juste que je te donne l'accès à mon smartphone en permanence. Alors, pas du tout, parce qu'en fait... Mais moi, ça me gêne pas, hein, tu peux. Hein, Ça, mais... je sais, mais en fait, vous allez surtout me donner votre consentement RGPD au Ouais, début. ouais. Et après, à partir du moment où j'ai votre consentement RGPD, effectivement, j'ai une boîte noire que Bah, mon c'est- associé c'est avec mon a smartphone construit. que tu- Exactement. Bah oui. Et Voilà. avec le smartphone, mon associé, qui est un ancien de chez Criteo, qui connaît par cœur le sujet de la data science, va récupérer ces données-là et va créer un algo qui apprend ses habitudes et qui match automatiquement les gens. Voilà. Ben, oui, c'est ça. Il y a déjà le tracing, enfin, ce que Google nous envoie tous les mois, qui est quand même assez bluffant. Moi, Ouais. à chaque fois, je me dis waouh. Enfin, si on l'accepte évidemment. Hein. Et derrière, oui, c'est l'outil de prévision en fait qui est le C'est ça. vrai. Alors, c'est aussi la détection, parce qu'en fait, comme on le fait sans le GPS, parce que ça consommerait beaucoup trop de batterie du téléphone, on récupère vos traces de géologue grâce à de la triangulation Wi-Fi ou GSM, c'est-à-dire des choses qui sont dites bruitées. Et quand c'est bruité, ça veut dire que c'est pas très précis. Ouais. D'ailleurs, on a développé des algos qui nettoient ça, qui se disent, OK, là, j'ai certains points, et en faisant tout ça, je comprends qu'il est plutôt sur la 13 ou il est plutôt sur la nationale 118 à telle vitesse, etc. Comment tu sais que je suis sur la nationale 118? Mais Olivier, l'enjeu en termes de rentabilité, Pour il l'entreprise. est là. Ouais, parce que ça, tout ce que tu nous décris, Alors. c'est quand même de l'investissement, c'est de la matière grise, c'est très intéressant. Tout ça, c'est hyper amusant au début. On a démarré ça, on était trentenaire avec mon associé, on a fait ça comme un projet d'étudiant en se disant on va essayer de développer le covoiturage avec une nouvelle technologie, on va s'amuser à ça. Après, est devenue la partie plus compliquée, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver un modèle économique sur ce truc-là. Et Non, le non, mais attends, d'abord, il faut des capacités de calcul, parce que, sûr. parce que moi et 3 copains à suivre, ok, mais 400 000 personnes des gens en qui permanence en temps réel, dis On a des donc. gens qui s'appellent Google et qui ont des serveurs en Allemagne. Oui, oui, qui font ça qui font un boulot tout à fait remarquable avec des machines virtuelles. Ça coûte des sous, il faut fait. que tu ailles chercher de la rentabilité, là. Effectivement, il faut d'abord avoir des gros investisseurs qui nous suivent et qui acceptent de prendre ce pari. On les remercie parce que dans le domaine du covoiturage, il y a déjà d'autres acteurs, n'est-ce pas? Donc il a fallu venir, certes, si on est sur un marché qui n'a rien à voir avec le covoiturage de longue distance, il a quand même fallu nous faire confiance. Là, on vient de faire rentrer la Commission européenne, notre capitale, et la Massif. Mais depuis longtemps, on avait Aglaé Ventures ou Aster. Parce que, FR. attends, c'est tellement, il faut juste le dire d'un mot, Blablacar, Ouais. qui est quand même le truc. Eux-mêmes, en fait, ils ont renoncé. C'est-à-dire, ils créent un truc qui s'appelle Blabla Lines, je ne sais pas d'ailleurs si ça marche, mais qui sont en fait des transports en commun de covoiturage. C'est-à-dire, c'est à toi à aller te greffer, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs. Hein. Tu sais que tu n'es pas loin d'une ligne ou d'un gars qui va passer, tu vas aller au point de rendez-vous. Mais la rentabilité que vous cherchez, elle se situe dans les grandes collectivités locales et les grosses entreprises qui achètent du transport public à des Transdev, des Keolis, des RATP et des SNCF tous les jours. Et ça coûte 20 milliards d'OPEX chaque année en France. 20 milliards. 10 milliards en Ile-de-France et 10 milliards en dehors de l'Île-de-France. Donc ça, c'est un marché énorme qui consiste globalement à subventionner du transport public, ce qui est très bien, hein, le transport public. Mais entre la ligne 1 du métro parisien, qui comprends. est quasi rentable parce qu'elle est toujours pleine, sauf en ce moment, mais quand les Japonais, les Chinois, les Américains vont revenir, elle sera quasiment toujours pleine, elle est très efficace, cette ligne. Par contre, si vous êtes dans un bus très loin de Paris, en grande couronne francilienne, malheureusement, ce bus coûte cher à produire.
Ce trajet de bus coûte cher. Ok, mais est-ce qu'elles auront le choix, Olivier? C'est-à-dire que la taxe transport, elles la paieront de toute façon. Elles peuvent transférer, elles peuvent dire. Les entreprises... Valérie Pécresse peut lui dire non, moi je paye Carrosse, je ne vais pas payer le STIF. Alors non, mais Valérie Pécresse, effectivement, elle perçoit le versement mobilité de l'entreprise privée en question. Néanmoins, ce versement mobilité, il peut être investi dans autre chose que du bus quasi vide. D'accord. Et ça, c'est extrêmement optimisateur, puisqu'en fait, financer un trajet de covoiturage, c'est-à-dire le trajet de Stéphane, la moitié du coût de votre essence, ou même la totalité de votre essence, ça va être 2 € pour faire 20 km. Alors que si je dois payer l'amortissement du bus, la maintenance du bus, le salaire du chauffeur, les charges du chauffeur, l'essence du bus, donc ça va me coûter 10 à 20 fois moins cher que du covoiturage. Dans ta réflexion, c'est l'organisme de transport lui-même, ou en l'occurrence, si on parle de l'Île-de-France, le STIF, qui va lui-même, en fait, dans sa réflexion, se dire, tiens, Carrosse, c'est pas idiot, on va leur donner un peu d'argent. C'est ce qu'on pousse depuis des années, et c'est ce qui est sorti l'année dernière dans la loi d'orientation de mobilité. Article 15 dit, vous pouvez, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, c'est-à-dire région ou agglo, Madame Pécresse, vous pouvez payer, acheter des services de covoiturage, comme vous l'achetez à Transdev, Keolis ou autres, des services de mobilité type bus, tram ou autre. Est-ce que le télétravail ne met pas tout par terre ? Le télétravail est un facteur d'ouverture d'esprit pour les gens qui deviennent beaucoup plus flexibles sur leur mobilité ou non-mobilité. On avait fait une étude il y a 2 ans. Bonne réponse. Ils nous ont répondu, on fait plus de télétravail que la population générale, nos utilisateurs. On s'est dit, mais en fait, parce que ce sont déjà des gens ouverts à la flexibilité. Il n'y a rien de pire que de prendre sa voiture tous les matins pour aller bosser et de jamais penser à faire autre chose. En fait, si je commence à télétravailler, mon épouse aussi, on va peut-être se poser la question de revendre la deuxième voiture parce qu'en fait, au final, on en a peut-être moins besoin. Et si pour tous les mercredis, on va tous les deux au travail, si on n'a plus qu'une seule voiture, je vais peut-être chercher une alternative. Ça va rendre les choses peut-être plus compliquées pour toi à calculer, là, dans tes algorithmes d'habitude. Oui, tout à fait, ouais. Mais moi, effectivement, télétravailleur, ça me donne plus de flexibilité parce que je suis jamais à 5-10 minutes près, finalement, par rapport... Exactement. Ouais, c'est ça. Je peux... Exactement. Et ça fournit des solutions donc aux collectivités, mais aussi aux gros employeurs. On bosse avec Airbus, par exemple, qui va acheter des lignes de transport à Transdev, 5, 6, 7 lignes de navettes privées. C'est très bien, mais ça fait des lignes structurantes en étoile. Or, tous les Toulousains qui bossent à Blagnac n'habitent pas sur ces lignes-là. Il y a évidemment plein de gens qui vivent tout autour. Donc, il faut créer un mode de transport complémentaire et qui, idéalement, fait ce que j'appelle du rabattement. Ce qu'on appelle du rabattement, c'est-à-dire vous proposez un bout de covoiturage, puis un bout de transport public. Ce qui permet d'augmenter le taux de remplissage des lignes de transport. Et plus ces lignes de transport sont remplies, plus elles sont optimisées et rentables. Voilà. Donc c'est passionnant, Olivier. Et maintenant, c'est la course à la taille. C'est-à-dire ça marche. Plus tu auras de gens, plus tu auras de propositions de transport, plus enfin voilà. Après, c'est un cercle vertueux qu'il faut démarrer. On a créé l'outil technique. Ensuite, il faut développer la masse critique. Aujourd'hui, on a 400 000 utilisateurs. C'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin pour vraiment avoir de la masse critique partout. Il y a certains endroits de France où on a suffisamment de liquidité. Enfin, je veux dire, parce que, pardon, je te bouscule, il me reste 1 minute, mais tu l'as validé ton outil, c'est-à-dire que quand tu penses que Stéphane, il va être là à cette heure-là, en fait, dans 95% des cas, oui, effectivement, il y est. Oui. Ça, hein. On ne propose des trajets. C'est toujours assez effrayant, ça. Notre vie est d'un prévisible. C'est terrifiant. En fait, la vie est faite de patterns qui font que c'est pas tous les jours pareil, mais on a quand même une bonne idée de ce qui va se passer. C'est ça. Et on se croit libre. Exactement. Et on ne propose, Stéphane, que si on sait qu'à plus de 80%, vous allez faire ce trajet-là à cette heure-là. Sinon, on ne vous propose pas parce qu'on n'est pas certain. Et le fait qu'on s'entende bien, etc., ça rentre aussi en ligne de compte? Ça rentre en ligne de compte parce qu'on va effectivement se noter, et puis plus on covoiture ensemble, plus du coup on va remonter, etc. Voilà. Mais ce qu'on cherche à éviter, c'est que Stéphane soit obligé de covoiturer avec Olivier tous les matins et tous les soirs. Parce que la vérité, c'est que même si on s'entend bien, vous n'avez peut-être pas envie d'être tous les jours dans ma voiture, n'est-ce pas? Vous avez pensé à tout. Non, c'est passionnant. Passionnant. Voilà. Bravo. Donc on vous trouve plein de gens différents pour covoiturer en fonction des jours. Ça s'appelle Carrosse. Allez, on repart. On repart avec un autre phénomène beaucoup moins complexe, heureusement, que les prix de l'électricité. Antoine Leclerc. Salut Antoine. Bonjour Stéphane. Tu es le premier à en avoir parlé, Antoine, du live shopping. Effectivement. Et au printemps dernier, là, c'est ça, il y a 9 mois. Je découvrais le truc. Et toi-même, d'ailleurs, Cast TV, toi-même, c'est un pivot finalement. Hein. Complètement. Nous, on n'avait rien il y a encore 1 an. Et c'est exactement à cette date-là, il y a 1 an, où on a commencé à co-créer avec les marques et avec les enseignes. Et on a lancé notre premier live commerce il y a 9 mois. Donc, tu te rappelles, c'était juste le lendemain où on s'est vu il y a 9 mois. On a fait un live commerce sur Cultura.
J'espère que tu l'as regardé d'ailleurs. J'ai des questions pour toi. Moi, j'étais plus intéressé par Leroy Merlin, je me Oui, c'est souviens. vrai, c'est vrai. Moi, c'était ça le truc Sur la que je me tour de disais. Non, parce que, enfin bon, mais alors, là, je vois étude Altavia. Donc Altavia, enfin vous connaissez d'ailleurs, hein, donc qui est un des leaders européens même du conseil en retail. Un tiers des consommateurs ont l'intention d'essayer. Un truc qu'ils ne connaissaient pas il y a 6 mois. Mais quand même, qui ne connaissaient pas, c'est quoi la différence avec le téléachat en fait, le bon vieux téléachat? Parce qu'on va voir tes vidéos et ce que tu fais. C'est quand même très proche. C'est très très proche. En fait, il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est que le téléachat, déjà, c'était en enregistré. C'était pas du direct. Alors que là, on est en live, donc on est en direct, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait la présentation et les gens peuvent interagir avec lui, ce que tu pouvais pas faire non plus sur le téléachat. Et en fait, là, sur un live shopping, chez Cast, mais aussi dès lors où tu fais un live shopping, tu vas pouvoir poser des questions. Toi, en tant que client, tu vas pouvoir poser des questions et la personne qui est derrière l'écran, donc qui est sur le site e-commerce sur lequel tu es, elle va pouvoir te dire, bah oui, bien sûr, Stéphane, bah, regarde, tiens, tu voulais savoir s'il y avait une jauge d'autonomie sur la batterie de ta perceuse sur le site de Leroy Merlin, et bah regarde, il va t'enlever la batterie et va te montrer la jauge. Donc, en fait, ça change quand même radicalement. Ça change tout. Parce qu'en termes d'expérience, si tu veux, moi je l'ai montré à certaines personnes et on a fait le test en live. Si tu veux, tu as un effet lorsque tu poses une question et que tu as une réponse au travers de l'écran qui est juste énorme. On parlait de l'émotionnel la dernière fois et qui est hyper important dans l'effet live shopping. Cet émotionnel-là, c'est énorme parce que ça te permet de t'intégrer complètement dans la présentation et d'apporter des réponses à tes questions. Et on va repartir. On va lancer la vidéo et on va voir un petit peu ce que tu fais pour Fnac. Je crois que ils vendent des téléviseurs, les gars, donc on va voir ça. Ouais. Téléviseur, Dyson aussi. Là, c'est Philips. Philips. Non, je crois qu'on a que. Mais on pourra parler de Dyson aussi. Donc on va lancer ça parce qu'il y a une petite mise en place au début. Évidemment, tu scénarises ça, c'est normal. C'est ça, exactement. On a fait un petit making-of. Comme une vraie émission de télé. Voilà, on les voit s'installer. Pendant qu'ils s'installent, est-ce qu'on peut dire un mot quand même et on reviendra, donc en même temps, ça va assez vite. C'est-à-dire que, non, ce qu'on voit là quand même, c'est qu'il y a de gros moyens. Alors, tu le fais comme un plateau télé. J'ai presque envie de dire que tu as presque plus de moyens que Bismart. Peut-être pas à ce niveau. Non, mais c'est pas loin quand même. Alors, sachant que là, en fait, ça dépend, parce que tu as des émissions de live shopping qui sont effectivement des vraies émissions de télé. Donc, quand on a fait le live shopping ici, on était présent en magasin. Donc, c'est-à-dire qu'on était au magasin Fnac de la Défense. On voit bien dans la Fnac. Et là, ça veut dire qu'on a un animateur qui est un expert du sujet, on a l'expert de la marque, on a un animateur aussi de la Fnac. Et tout ça, finalement, se met en scène effectivement comme une émission de télé. Et là, tu as 2 caméramans, tu as une régie, et tu es connecté en live avec le public. C'est-à-dire que les questions arrivent directement en live, elles sont posées en direct directement dans le magasin. Comment est-ce que tu l'as prévenu le public qu'il y avait cette émission à cette heure-là? Alors, en fait, c'est une opération de communication qui a été faite entre autres par la Fnac et qui met en place un dispositif média pour donner de la visibilité à la marque, mais bien sûr aussi à l'événement, pour être sûr d'avoir un maximum de monde le jour J. Donc on envoie un mail au client, finalement, on a le fichier client, surtout avec la carte Fnac, etc. Alors, tu peux faire plein de choses. Ce soir, par exemple, on a un live Cdiscount et Oppo, donc directement sur le site de Cdiscount. Et en fait, la manière dont ça se passe, c'est communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer directement sur le site, communiquer par email. Et juste avant le live, il y a Nicolas Catard, d'ailleurs, c'est lui aussi qui fait le live ce soir, qui va faire un petit... C'est quoi? C'est l'animateur c'est l'animateur qui est sur la gauche. Non, mais là, entre autres, c'est complètement un hasard. Parce le rouquin, là. Voilà, le rouquin qui est sur la gauche. Et qui va faire une annonce. C'est la star du live shopping en France. Exactement. C'est le Pierre Bellemare du live shopping. Écoute, il se débrouille très très bien. En tout cas, je crois que c'est un métier, c'est génial. Et bah, typiquement, Nicolas va faire un mini live avant sur ses réseaux sociaux en disant, et regardez, voilà le backstage, voilà les coulisses, et je vais passer en live dans 5 minutes. Rejoignez-moi sur le site de Cdiscount pour faire effectivement le live Oppo. Et alors, parce que ça me passionne, sur les horaires. Tu choisis des horaires de Blockbuster TV, donc genre je vais le faire à 19h, ou au contraire tu te dis non, ils sont devant la télé à 19h. Donc... En fait, on se base sur les audiences des sites e-commerce. Et en fait, les sites e-commerce, naturellement, en général, le site e-commerce, tu as un pic d'audience autour de 18h le soir. Et donc le live ce soir, c'est à 18h. Ouais, tu as raison. Et donc en fait, on base tout. Forcément, ça va dépendre parce qu'en fonction de la cible que tu as, elle va être plutôt disponible le mercredi, plutôt disponible en fin de journée ou parfois aussi le week-end. Donc on a aussi déjà fait des lives le week-end. Attends, parce qu'ils ont arrêté la vidéo là. Non, laissez-la tourner. Ah, peut-être qu'elle tourne pas en boucle. Peut-être qu'elle est pas bouclée. Et donc, alors, derrière, quelle efficacité? C'est-à-dire, ouais, c'est ça, on va la voir. Quelle efficacité tu as sur les émissions, ce nouveau média là? En fait, écoute, c'est très variable. En fait, il y a des émissions qui marchent particulièrement bien. Et notamment, on a fait une opération sur Leroy Merlin. Je peux pas donner les chiffres en général de nos clients, mais sur Leroy Merlin, on a l'autorisation d'un comité. Je te voyais venir. Donc, on est aujourd'hui sur Leroy Merlin, on a multiplié par 5 le trafic le jour J sur la gamme produit.
D'accord ? Au moment où il y a eu le live, on a multiplié par 5 le trafic, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de monde qui sont arrivés, et on a multiplié par 270% les ventes dans les 48 heures du live. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu une hausse sur le lancement de la nouvelle gamme AEG de 270% des ventes dans les 48 heures. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à posteriori du live, tu te dis, bon, le live, c'est fini, donc il n'y a plus de performance. En fait, nous, on garde les replays sur les fiches produits. À l'endroit où le client vient regarder la fiche produit, nous, on a le replay avec le petit module casque qui permet de consulter le replay, de voir les questions, cliquer sur les questions, accéder aux réponses. Et ça a permis, entre autres, de booster les ventes entre l'avant et l'après-live. Alors, il n'y a pas que ça, hein, je vais expliquer après. On a fait plus 102%. Sur une journée moyenne, entre l'avant-live et l'après-live, on est à plus 102% de performance. Alors, il y a eu un double effet qui se coulait. Il y a eu le fait que, effectivement, ça, c'est sur les fiches produits. Mais il y a eu aussi le fait, donc, pour le client final, mais il y a eu aussi le fait que le live a permis, finalement, aux collaborateurs de se former sur le sujet qui était la nouvelle gamme AEG. Et en fait, ça a disséminé l'information en magasin. Donc, en fait, ça a formé les vendeurs et on a vu une augmentation des ventes aussi en point de vente. Ça alors, et c'était prévu ça par le roi Merlin ou ça a été... Non, pas du tout. Pas du tout. Sérendipité totale, comme on dit. Sérendipité. Et en fait, quand on a eu finalement cette info-là, on s'est dit, mais comment c'est possible ? Mais en fait, le roi Merlin avait communiqué auprès de ses vendeurs. Et les vendeurs qui étaient intéressés qui étaient les vendeurs de la gamme, étaient intéressés par cette opération. Et naturellement, ont consommé le média, se sont accoutumés, finalement, acculturés par rapport aux nouveaux produits et ont eu la capacité de mieux le vendre après. Mais, enfin, le bricolage, c'est un... C'est un boulevard. C'est un boulevard. C'est un boulevard. On a fait, comme on parle de bricolage, on a fait aussi un autre live sur des barbecues. Tu te dis, mais non, on va pas faire un live sur des barbecues. On a fait un live sur des barbecues en Italie. Ah, mais oui, tu m'avais envoyé ça. Oui, je te l'avais envoyé. Pas gardé. Oui. On a fait un live sur des barbecues en Italie. En plus, t'es un gars magnifique pour vendre ton barbecue. Hein. Génial. C'était excellent. C'était excellent parce qu'en fait, on a eu énormément de monde déjà durant le live. Et la présentation, en fait, elle est tellement belle qu'en fait, aujourd'hui, Weber l'utilise sur l'ensemble de ses fiches produits sur le site Leroy Merlin Italie. Weber, c'est celui qui vend les barbecues. Weber, c'est la marque de barbecue. Exactement. Ouais. Ouais. Et c'est génial, effectivement. Donc, d'où, tu vois, tu dis, on déploie des gros moyens pour faire les lives. Oui, on déploie des gros moyens pour faire les lives parce que le contenu qui est créé lors du live, il est à exploiter en replay. Et tu peux faire plein de choses avec le replay. Tu peux effectivement l'exploiter tel quel, mais tu peux aussi en faire des micro-capsules vidéo que tu viens ensuite diffuser sur les réseaux sociaux, sur les fiches produits, etc. Tu es en train de m'apprendre mon métier. Oui, non, mais je ne t'apprends rien du tout. Pardon, je le dis comme ça. Mais c'est un média. Oui, c'est un média. En fait, les sites e-commerce aujourd'hui deviennent des médias. Tout à fait. Et alors, est-ce qu'on peut... Je ne sais pas si tu n'as pas le temps, mais si tu as suivi ce qui s'est passé en Chine quand même depuis... J'ai bien suivi, j'ai suivi l'explosion. Ouais. En fait, j'ai suivi ce qui s'est passé en Chine, donc ça continue à exploser. Et d'ailleurs, là, il y a eu un article super intéressant qui est sorti avec... c'est qui ? C'est Simba, un très gros influenceur chinois qui a fait, je ne sais pas si tu l'as vu cet article, mais 250 millions d'euros en 12 heures de stream. Il a généré 250 millions d'euros de ventes en 12 heures de stream. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait quand même un stream de 12 heures. Et ça, c'est beaucoup. Moi, 250 millions d'euros de ventes, c'est énorme. Mais c'est énorme. C'est la Chine. En une fois, en une journée. Enfin, tu vois, donc sur une personne. Alors, j'avais 2-3 chiffres. J'avais Baidu, ça c'est pour te faire rêver un peu. Baidu qui a racheté 3 milliards de dollars. Une plateforme de live shopping. Ça m'étonne pas. Donc, voilà. Donc Baidu, c'est le... Je m'y perds toujours dans les réseaux sociaux. C'est le Google chinois. Hein, c'est le moteur de recherche chinois. C'est le moteur de recherche chinois, c'est ça. 3 milliards de dollars, donc une plateforme de live shopping. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est que c'est devenu un phénomène politique. C'est-à-dire que le pouvoir chinois a dû prendre des mesures pour mettre toute une série de règles, parce que, je le disais en sommaire, tu as des maires de grandes villes ou des responsables du Parti communiste, etc., qui s'invitaient dans les live shopping pour raconter leur vie ou faire de la politique. Quoi. Mais c'est un média, c'est hyper puissant. Enfin, quand tu vois, en moyenne, au niveau des pics, tu vois, sur Ximba, tu avais à peu près 6 millions de personnes qui regardaient le live. 6 millions de personnes qui sont collées sur un live naturellement, c'est un média que tu peux utiliser politiquement. Et toi, tu es à combien Alors nous, ça dépend, on n'en est pas encore à 6 millions en moyenne sur les lives, mais c'est très variable en fonction des lives. Plusieurs milliers de personnes quand même. Ça peut être, bien sûr, ça peut être même plus que ça. On a fait un live avec McFly et Carlito, que tu connais, les grands influenceurs. Alors que j'ai découvert grâce à Emmanuel Macron. Je pense que beaucoup de monde l'ont découvert, mais tant mieux pour eux. Et en fait, il y avait entre 20 et 25 000 personnes connectées en permanence sur le live. C'est énorme. C'est énorme à l'échelle de la France. Et c'est effectivement 20-25 000 personnes, on va dire, c'est... En gros, c'est l'après-midi sur la TNT, sur les chaînes d'infos. Voilà, on peut. Non, il y en a peut-être un peu plus, mais enfin voilà. Oui, c'est des audiences. Ça commence à devenir pas honteuses déjà pour les petites chaînes de la TNT. Voilà. Mais il y a Olivier Garcia de Fnac qui avait justement sorti un barème avec. Il cumulait les audiences des live streams qu'ils avaient fait, donc des live shopping qu'ils avaient fait, et ils arrivaient dans les top télé.
finalement juste en cumulant l'ensemble des live streams qu'ils avaient fait en termes d'audience. Donc oui, ça a un poids énorme et naturellement l'audience va dépendre de la capacité que tu vas avoir à communiquer, de la qualité de ce que tu vas faire et aussi de l'influenceur, donc des personnes qui vont présenter les produits. Alors, et c'est là où quand même la rentabilité du truc peut être un peu mangée, parce que j'ai vu, alors je crois que c'est Moulinex, donc Seb, qui a fait un truc avec Cyril Lignac, c'est ça à fait, ouais. Je pense que là, ça coûte un peu cher pour le batteur œuf, quoi. J'ai aucune. Donc nous, on a retransmis ces lives sur les sites de Fnac, Darty, voilà, sur les sites de Fnac, Darty. Tu les prends et tu les retransmets. Nous, en fait, alors ça, nous, il y a deux types d'opérations. Il y a des opérations de live branding. Et donc, typiquement, avec Cyril Lignac, il n'était pas là pour présenter les produits. Il était là pour mettre en scène les produits et faire passer un bon moment aux personnes qui regardaient. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des live branding, très haut pour les e-commerçants dans le funnel d'achat. Et ensuite, il y a les live shopping qui sont très bas dans le funnel d'achat, qui vont eux être sur le site e-commerce et directement sur les fiches produits. Et effectivement, avec Cyril Lignac, on était plutôt dans un live branding, donc sans un objectif immédiat de vente, mais par contre un objectif de notoriété pour la marque, de branding vraiment. Après ça, par contre, ce qui s'est fait, c'est effectivement des live shopping avec des présentations des produits spécifiques. Et alors, toi donc Casse TV, qu'est-ce que t'apportes? C'est quoi ta barrière à l'entrée aujourd'hui? Alors, ce qui est assez drôle, juste, je fais une parenthèse, mais on s'était vu il y a 9 mois et on n'avait pas fait de live stream à l'époque, on n'avait jamais fait de live commerce. Et là, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a fait le live Cultura, on a fait le live Leroy Merlin, et à partir du moment où on a fait le live Leroy Merlin, on a eu le droit de communiquer sur les chiffres, et en fait, la France s'est animée. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a fait le live Leroy Merlin en octobre et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 6 mois, on a fait à peu près une centaine de live streams. D'accord, donc d'opérations de live commerce. On a déployé sur Fnac, Darty, Cdiscount, Cultura, donc Leroy Merlin aussi, Clarins, etc., etc. Et j'en passe beaucoup. Mais en fait, ce qu'on apporte, nous, c'est finalement la capacité qu'on va avoir à donner à une marque ou à un distributeur de faire un live stream, donc une opération de live commerce, sans se prendre la tête. En fait, tu as beaucoup d'étapes en fait, lorsque tu fais... Mais on en parlait la dernière fois. Et le simple fait de pouvoir avoir les échanges avec Exactement. les gars qui sont... Ça, et puis d'avoir les bonnes personnes, et puis de savoir comment faire, d'avoir finalement les bons codes pour réussir tes lives. Et en fait, nous, tout ce qu'on apporte, c'est quelque part la boîte technologique, mais globalement, c'est 20% de l'actif finalement de Cast, et après, tu as 80% vraiment d'humain. C'est-à-dire comment tu vas animer ton live stream, quand tu vas le faire, comment tu vas faire en sorte pour que ce soit hyper dynamique, et comment tu vas faire en sorte que ce soit surtout performant économiquement. Et en fait, nous, chez Cast, on a décidé d'apporter tout. Pourquoi? Parce qu'on est à la base une boîte techno, hein. Enfin, on est une start-up technologique ou une entreprise technologique, et donc on fournit un actif technologique pour permettre de faire des live streams, enfin du live commerce, mais on fournit surtout, on a décidé de fournir aussi l'expertise et l'accompagnement et l'écosystème, tout simplement parce que le marché n'est pas encore mature. Et donc, il faut accompagner les clients, il faut accompagner les marques, il faut accompagner les distributeurs pour devenir finalement activateur du sujet. Mais tu as parfaitement... Enfin, la techno, ça se rattrape toujours. Le savoir-faire, l'expérience, tout ce que tu vas accumuler là, ça se rattrape pas, ça. Enfin... Non, c'est clair, c'est clair. Si tu continues, toi, à accumuler derrière, c'est bon, très bien, très bien, très bien. J'imagine en plus que confinement, développement du e-commerce, tout ça, machin, enfin... C'est l'explosion, on pense qu'on a gagné à peu près entre 5 et 6 ans de maturité des clients aujourd'hui par rapport au live commerce. Donc, si tu veux, nous, l'impact, il est extrêmement fort, sachant c'est un pivot d'activité. Hein, donc, je te disais, quand on s'était vu la dernière fois, on était quand même au bord du dépôt de bilan avant avec la Covid. Et en fait, finalement, le fait d'avoir fait ce pivot, aujourd'hui, ça nous donne des perspectives qui sont complètement différentes. J'en suis ravi. Antoine Leclerc, donc, fondateur de Casse TV, notre invité sur Bismart.